no way connected. From outside this world. Watch the machine running across the ship. Back in less than a second. All right, and that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials. Et bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Sheldon-Duplé. Il a été chercheur pendant 21 ans au service historique de la Marine, conférencier à l'École supérieure de guerre. Il a notamment coécrit avec le capitaine de vaisseau Peter Hutchison de la Marine des États-Unis un ouvrage sur le renseignement naval durant la guerre froide, Hide and Seek, paru sous le titre français Guerre froide et espionnage naval. Il est aussi co-auteur de l'histoire des sous-marins et auteur de l'histoire mondiale des porte-avions. Il dispose d'un master en histoire renforcé par 2 DEA. De 2001 à 2021, il enseigne l'histoire navale au Collège interarmé de défense à Paris. Bienvenue Alexandre. Bonjour Baptiste. Donc c'est un réel plaisir d'avoir votre érudition sur la chaîne et je voudrais attaquer notre discussion par un sujet qui est à mon avis assez mal représenté dans les médias et je voudrais qu'on puisse vraiment avoir votre analyse sur le sujet qui est la zone de tension de la mer de Chine. Aujourd'hui, c'est un espace de tension quasi quotidienne avec des tirs d'armes à énergie sur des porte-conteneurs de la part de la marine chinoise. Est-ce que vous pensez que la Chine dispose de moyens lui permettant de rivaliser militairement avec l'Occident au niveau naval en mer de Chine? Je dirais que la mer de Chine, ou les mers de Chine, puisque vous avez la mer de Chine méridionale, dont on parle essentiellement, vous avez aussi la mer de Chine de l'Est. Les mers de Chine ont le mot Chine dans leur dénomination, qui est géographique, et donc elles sont l'espace immédiat, hein, les approches immédiates de la Chine. Et le sujet est sensible parce qu'il y a une différence d'interprétation entre, je dirais, plusieurs pays de la communauté internationale, je dirais les principaux membres du Conseil de sécurité, et la Chine elle-même, qui est membre du Conseil de sécurité, sur les droits maritimes. Il se trouve que la Chine revendique depuis très longtemps un espace en 9 traits ou 11 traits. Alors quand je dis depuis très longtemps, ça a été formalisé par la Chine nationaliste du Kuomintang en 1947. C'est 11 traits qui englobent quasiment toute la mer de Chine méridionale. Et par ailleurs, la Chine revendique aussi la souveraineté sur les îles Diaoyu Senkaku, qui sont en fait aujourd'hui japonaises, mais qui étaient chinoises avant la guerre de 1894-95, quand la Chine a été battue par le Japon. Donc, on a ces différents territoriaux, on a une position chinoise qui est de dire nous avons cette revendication de souveraineté, mais il faut laisser ce conflit de côté et attendre la sagesse des générations futures pour le résoudre. Donc en fait, il y a une position chinoise qui est de dire on ne va pas passer, on ne va pas occuper les parties que nous revendiquons de force. Mais dans la pratique, on voit que la Chine utilise des moyens coercitifs contre ses voisins, en particulier parce qu'elle a une présence navale, une présence aussi de ses forces paramilitaires dans les eaux disputées. Mais tout ça est un jeu, je dirais, complexe parce qu'il y a à la fois les acteurs locaux, les pays qui ont des revendications dans le même espace et qui occupent physiquement d'ailleurs beaucoup plus de cet espace que la Chine elle-même, puisque la Chine, je dirais, a pris pied dans cet espace un peu la dernière. Hein. Vous avez les autres qui réclament. Et puis, vous avez, bien sûr, les États-Unis, soutenus par les puissances européennes, la France, la Grande-Bretagne au premier plan, qui d'abord défendent la liberté de navigation, que la Chine prétende pas, je dirais, contester, et qui aussi veulent affirmer une présence
navales dans les zones disputées, ce qui entraîne une réaction chinoise et des incidents, et régulièrement, ce sujet fait l'objet d'un battage médiatique. Tout à fait. C'était justement le point suivant. Donc, à Sentinel News, on suit les différents canaux médiatiques utilisés par les différents États et on voit quand même des prises de position assez grandiloquentes de tous les bords. C'est-à-dire que la Chine déclare avoir des ambitions déterminées sur Taïwan, aussi sur la mer de Chine. De l'autre côté, le Japon, les États-Unis sont aussi très fermes sur leur position. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation où ce sont en fait des bravades et il n'y aura pas de fait, ou est-ce qu'on est dans une situation qui peut être explosive? Alors, bon, la situation, et je dirais elle est connue de tous les acteurs, et tous les acteurs, je dirais, font preuve d'une certaine prudence, je dirais. Ils font preuve d'une certaine prudence. Je dis une certaine parce qu'il y a malgré tout des initiatives qui sont prises qui sont dangereuses. Mais comme tout le monde sait que c'est dangereux, je dirais qu'il y a... c'est pas inattendu. C'est pas inattendu. Alors maintenant, pour ce qui est vous avez évoqué la question de Taïwan. Alors ça, c'est un autre aspect de la question qui est également lié à une question de souveraineté, puisque Taïwan, comme on le sait, fait partie de la Chine, des frontières chinoises, mais c'est un peu comme une province rebelle, puisque c'est là où se sont réfugiées les forces nationalistes qui avaient été battues par les forces communistes en 1949. Et comme on le sait aujourd'hui, il n'y a plus que 11 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan comme étant la Chine, et les autres pays reconnaissent Pékin comme étant la Chine. Et donc, Taïwan est reconnu de manière informelle. Et donc, tout le problème aujourd'hui, c'est de savoir si la Chine utiliserait la force pour reprendre le contrôle de la province rebelle. Auquel cas, les États-Unis, qui maintiennent l'ambiguïté sur ce sujet, pourraient utiliser la force pour défendre Taïwan. Et le Japon, qui est engagé avec les États-Unis dans un accord d'assistance mutuelle et qui a des forces américaines sur son territoire, pourrait lui-même être engagé si son territoire était frappé ou si les forces américaines étaient frappées, je dirais, dans ses installations, ce qui pourrait entraîner sa participation à la guerre. Donc, c'est une situation, la question taïwanaise, qui est potentiellement dangereuse. Encore une fois, je dirais qu'elle reflète la compétition géostratégique entre les États-Unis et la Chine, et bien sûr la crainte des États-Unis que la Chine, à l'échelle du milieu du siècle, devienne la première puissance du monde. Donc, il y a derrière cette question de Taïwan une question beaucoup plus large, qui est cette compétition entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie mondiale. En parlant à mes contacts dans le renseignement américain, eux déclarent qu'en fait, c'est qu'une question de temps avant que la Chine s'effondre sur elle-même, due à, en partie son économie, mais aussi la chute démographique. Est-ce que vous pensez que ce sont des hypothèses crédibles par rapport à la volonté du pouvoir politique chinois, mais aussi de l'armée chinoise? Bon, c'est très difficile je dirais, de spéculer sur ce qui va advenir dans le futur. Il est sûr que la démographie chinoise est aujourd'hui un facteur de vulnérabilité, puisque la Chine ne peut pas remplacer toute sa population, mais sa population reste considérable. Alors, il est sûr que sa population a constitué l'un des facteurs de sa croissance jusqu'à présent. Mais on voit aussi que la Chine a su sortir de la pauvreté, comme on le dit habituellement, plus de 700 millions de ses habitants, et qu'elle continue à le faire. Donc que la Chine est dans une logique de développement en partie centrée sur elle-même, mais qui aussi est dépendant du commerce international. C'est pour ça que la Chine n'a pas intérêt à la guerre, puisqu'elle est dépendante
du commerce international pour sa propre croissance. La Chine, par ailleurs, est très soucieuse de maintenir la stabilité, puisque quand vous gouvernez 1,3 milliard d'habitants, c'est très différent de quand vous gouvernez que 67 millions d'habitants comme en France. Hein. Donc les problèmes doivent être gérés d'une manière très différente compte tenu de cette énorme démographie. Et jusqu'à présent, on peut dire que la Chine a su gérer son développement depuis son ouverture en 1980 ou en 78, depuis qu'elle a lancé cette ouverture, elle a su gérer son développement avec, on peut le dire, un grand succès. Tout à fait. Dans un espace qui est quand même très tendu, on a eu le témoignage du docteur McGuire il y a 2 semaines qui, sur la chaîne, a déclaré que pendant qu'il était en opération d'infiltration dans un sous-marin nucléaire en zone hostile, une anomalie sous-marine était passée à côté de son sous-marin, le forçant à faire surface et à le dévoiler auprès des forces de défense territoriale. Est-ce que ce type de danger, qui est quand même assez exogène, est-ce qu'il est anticipé dans les doctrines de défense? Alors, comme vous le savez, maintenant, le sujet des ovnis ou des OANI, pour utiliser un langage français pour les objets aquatiques non identifiés, est devenu beaucoup plus, je dirais, accepté, hein, comme on le sait, donc beaucoup plus discuté qu'il ne l'était auparavant. Comme on le sait, c'est, je dirais, les pratiques des différentes marines généralement étaient classifiées. Donc on ne savait pas quelles instructions les différentes marines pouvaient donner à leur force. Alors, par exemple, dans le livre que vous avez mentionné, que j'ai coécrit avec le capitaine de vaisseau Huck Townsend, j'ai consacré un chapitre à la question des ovnis et des OANI. Et dans le cadre de cette recherche, j'ai pu interroger plusieurs vétérans soviétiques, de la marine soviétique, et j'ai pu avoir les instructions de la marine soviétique de 1978 sur d'abord la description des différents types d'ovnis ou OANI qui pouvaient être rencontrés, et également que faire en cas de rencontre. Et les soviétiques ont été, je dirais, relativement ouverts, enfin, je dis les soviétiques, les Russes, après la fin de la guerre froide, ont été relativement ouverts sur le sujet. Des émissions de télévision ont été consacrées à cette question. Des officiers se sont exprimés en uniforme à la télévision pour parler de ces événements. Et donc, ces événements, je dirais, ils sont finalement bien connus. Ils se sont produits à de nombreuses reprises, en tout cas bien connus pour ce qu'en ont dit les soviétiques. Ils sont également bien connus pour des cas américains parce qu'il y a un certain nombre d'anciens marins qui ont pu s'exprimer, généralement par le biais d'associations ufologiques. Et on a aussi dans l'histoire passée des traces d'observation d'objets sous l'eau. Alors, pour ce qui est de la marine soviétique, elle a eu de nombreux cas qui ont été cités, d'objets qui ont pu être détectés simplement aux instruments, c'est-à-dire qu'ils ont été détectés simplement par les senseurs du sous-marin, mais qui se déplaçaient autour du sous-marin, peut-être à une vitesse de quelques centaines de nœuds, ce qui est totalement impossible. Des objets qui ont été vus, par exemple, par un sous-marin qui avait fait surface au pôle, qui avait donc rompu la banquise, et qui voit un objet qui lui-même rompt la banquise et décolle et part de manière aérienne. Vous voyez. Et puis, on a eu ces photos qui ont circulé sur Internet depuis une dizaine d'années, qui d'ailleurs sont sorties, je crois, à l'origine dans un média français, et qui étaient des photos américaines prises par un sous-marin américain, apparemment, donc, qui était déployé en mer de Barents, c'est-à-dire d'ailleurs au large de l'URSS à l'époque et de la Norvège.
et qui montrait un objet ou peut-être deux objets, parce que la séquence de photos montrait des objets qui n'étaient pas forcément les mêmes, et qui sortaient de l'eau et décollaient. Hein. Donc, et d'ailleurs, la marine soviétique elle-même, lorsqu'elle a publié ses instructions de 1978, celle-ci avait été motivée par une observation qui avait été faite en 1977 lors d'un grand exercice de la flotte du Nord, c'est-à-dire précisément cette flotte qui opère à partir du fjord de Kola et dont la première zone d'exercice est la mer de Barents, d'objets qui avaient été observés par un des bâtiments qui s'entraînait et qu'il avait pris au départ pour des hélicoptères et qui en réalité étaient des objets qui rentraient et sortaient de l'eau. Et donc, je dirais, ces phénomènes ont été observés par les marines de guerre, je dirais, récentes, mais ces phénomènes ont également été observés dans un passé plus lointain, puisque nous avons un certain nombre de témoignages qui ont été recensés par un des pères de l'ufologie qui s'appelle Charles Fort, qui était un Américain, qui a passé une partie de sa vie dans les librairies, enfin dans les bibliothèques, pardon, à compulser des revues scientifiques, généralement des revues d'astronomie sur les météores, mais également les publications annuelles du service océanographique de la marine britannique, et d'autres publications, je dirais, à caractère scientifique du même ordre, à la recherche d'anomalies. En fait, il était passionné par les anomalies. Et donc, il cherchait des anomalies et il a publié plusieurs ouvrages qui étaient des compilations de ces anomalies. Et parmi les anomalies, il y avait précisément ces objets qui étaient vus par des bateaux au 19e siècle qui sortaient de l'eau. Alors donc on pouvait, pour des objets qui allaient rentrer dans l'eau, on pouvait les qualifier de météores. C'était généralement le qualificatif qui était retenu, même si c'était un qualificatif qui n'était pas satisfaisant quand ces objets volaient et ne tombaient pas simplement. Mais il a aussi décrit un certain nombre d'objets qui sortaient de l'eau. Et puis il a également décrit des roues lumineuses qui étaient observées passant sous des bateaux ou à proximité de bateaux. Et on a les exemples qu'il a cités. Il y a, si je ne me trompe pas des fois, un exemple qui est précisément en mer de Chine méridionale. Il y a beaucoup d'exemples en océan Indien. Il y a des exemples dans la mer d'Arabie, à l'entrée du golfe arabo-persique, le détroit d'Ormuz, etc. D'ailleurs, on a sur le détroit d'Ormuz aussi un témoignage du commandant d'un bateau marchand américain en 1947, si je ne me trompe pas, qui a été publié dans une revue proche de la marine américaine, qui est le Naval Institute Proceedings. Je pense que l'article a dû être publié vers 1949, et qui décrivait le passage d'une roue lumineuse avec des rayons, hein, et qui était vue en transparence et qui se déplaçait sous l'eau et passait sous ce cargo civil américain. Mais l'exemple n'est absolument pas unique. Hein. On a eu beaucoup d'autres exemples. Et on a eu, pour revenir aux Soviétiques, un exemple très analogue au large de l'Angola, lorsque les Soviétiques étaient intervenus en Angola pendant les années, à la fin des années 70, au début des années 80, en soutien à la guérilla communiste. Deux de leurs bâtiments transport de troupes avaient eu également une roue lumineuse qui était passée sous ces bateaux et qui avait provoqué une panne moteur, une panne de propulsion de ces bateaux. Ce qui est là une des caractéristiques souvent reconnues
lorsqu'on a une proximité entre un objet généralement volant non identifié et un bateau, mais aussi un véhicule terrestre, une voiture, etc. Et donc, quelles étaient les consignes de la marine soviétique en cas de rencontre avec ces objets? Alors en fait, il y avait d'abord dans ces instructions une liste des, je dirais, des caractéristiques généralement observées de ces objets. Et ensuite, les consignes étaient de la recension de tous les détails pour faire l'observation la plus précise possible de tous ces objets. Alors c'est au départ, comment dire, ces recensions et ces rapports étaient adressés au renseignement naval soviétique au sein de chaque flotte. Et puis ensuite, à partir de 1982, le renseignement militaire, je dirais interarmé soviétique, c'est-à-dire le fameux service du GRU, a repris le contrôle de l'ensemble des recensions d'observations faites en fait par toutes les forces armées, dont la marine. Et la marine s'est un petit peu séparée. En fait, elle a dû transférer les personnels qui étaient affectés à l'étude de ces questions au service du renseignement militaire, le GRU. Et le programme, d'ailleurs, qui était mené par le GRU, qui était un programme d'études également, hein, qui impliquait plus d'une centaine d'instituts en URSS, s'appelait Galactica. Hein. Donc, on ne l'invente pas, ça donne un peu une compréhension de la compréhension soviétique. C'est-à-dire que les soviétiques avaient bien compris qu'il ne s'agissait pas des Américains. Mais il y a eu des incertitudes pendant longtemps. Et alors, en parallèle, donc ça, c'était un programme classifié, bien sûr, qui a été révélé après la fin de la guerre froide, puisque les contraintes sur le secret ne pesaient plus de la même manière, puisque l'URSS avait disparu. Donc, il a été révélé par un certain nombre de vétérans qui se sont exprimés, qui ont rédigé des ouvrages, etc. Mais en parallèle, vous aviez un programme ouvert à l'échelle de l'URSS qui avait été initié en 1977 à la suite d'une observation après Petrozavodsk, qui est une ville sur le lac Ladoga et où un énorme, un phénomène lumineux. Donc là, il ne s'agissait pas, on ne pouvait pas dire un objet en l'occurrence. Là, il s'agissait d'un phénomène lumineux qui avait été observé dans le ciel, qui avait été observé donc par toute la population de la ville et qui avait été photographié et qui avait motivé, je dirais, le début d'une enquête publique. Toujours sur ce même sujet. Alors là, on peut utiliser l'expression des pannes ou des UAP, puisqu'on dépassait, je dirais, les cas spécifiques d'objets où on sait parfaitement qu'il s'agit d'objets. Et là, il s'agissait donc de ce phénomène lumineux qui, ensuite, apparemment, a été comment dire, interprété comme étant une forme d'aurore boréale. Donc, je dirais que son caractère a été identifié après des analyses, mais néanmoins, il a justifié un programme de collecte d'informations auprès du public et à l'échelle de l'URSS. Et je dirais qu'à la fin de l'URSS, dans le cadre de la fameuse Glasnost, de la transparence hein, de Mikhail Gorbatchev, avait communiqué sur ces sujets et en particulier sur le cas de Voronej en 1989, lorsque vous avez eu des objets qui se sont posés dans un parc et qui ont été observés par des élèves. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Non, c'est juste. Le cas de Voronej, hein, qui est bien connu, qui a été. Je crois que je suis en train de perdre votre connexion. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, moi, je ne vous entends plus. Là, maintenant, je vous entends de nouveau. Ah là, d'accord. Donc oui, est-ce que ces cas, est-ce que le programme Galactica, est-ce que vous auriez des livres de référence que l'audience pourrait aller voir où, il y a, ces corpus de cas, soviétiques et russes qui sont référencés? Alors, il y a eu, un auteur, russe qui a dû prendre un nom d'emprunt et qui a publié, une recension qui est parue aux États-Unis, qui n'était pas très bien référencée, et donc qui, je pense, à l'époque, n'a pas, été forcément très bien acceptée parce que, je dirais, les informations étaient présentées, sans beaucoup d'explications. Donc l'auteur s'appelait Stonehill et peut-être qu'il y a Je eu le une connais. traduction française, je ne le sais pas. D'accord. Sans ça, vous avez eu en Russie, toute une série de livres qui ont été publiés par un ufologue qui est maintenant mort, heu, qui était lui-même un officier de marine, qui s'appelait, Vladimir Ajaja, qui malheureusement, à mon sens, n'était pas forcément toujours très rigoureux, hein, dans Mmh. la recension de ce qu'il faisait. Je prends pour exemple précisément l'exemple que je vous mentionnais sur l'observation par ces bateaux qui étaient en exercice en 1977. La description qu'il a donnée dans son ouvrage ne correspond pas à la réalité de l'observation telle que j'ai pu le comprendre d'après des vétérans soviétiques. Donc, malheureusement, cet auteur très prolifique n'est pas forcément toujours très fiable dans la manière dont il donnait ses recensions. Mais c'était un auteur populaire qui était publié en Russie par un éditeur qui s'appelle Vetsche. Mmh. D'accord. Est-ce que l'État, soviétique, ou est-ce que l'État russe a pris position là-dessus, a pris une prise de parole publique? Parce qu'il y a eu un quiproquo dans les années 70 où, il y a eu une consigne qui a été mal comprise par les médias gouvernementaux et qui ont relayé le fait que les citoyens devaient mentionner auprès de l'armée quand ils observaient une anomalie. Mais les prises de position publiques sur le sujet ont, à ma connaissance, été assez rares, de la part de la Russie. Alors, bon, alors, il faut distinguer, donc on a d'abord l'URSS, ensuite on a la Russie. Bon, alors, dans la période soviétique, comme je vous ai expliqué, le discours, les langues se sont déliées au moment de la présidence de Mikhail Gorbatchev, et on a eu un certain nombre de prises, je dirais, de positions publiques, de figures. Par exemple, on a eu la cosmonaute Popovitch, le cosmonaute Popovitch, on a eu le témoignage, j'ai oublié son nom, mais on a eu un témoignage à l'occasion de la perte de la sonde Phobos 2 par Mmh. l'URSS au-dessus de Mars, et là, Mmh. de la planète Mars. Et les soviétiques, en tout cas, la cosmonaute, je pense que c'était Popovitch, si je ne dis pas de bêtises, a montré des photographies prises par la sonde Phobos 2 avant qu'elle ne disparaisse. Et ces photographies montraient un objet qui avait la forme d'un cigare et qui avait une longueur qui paraissait très grande, puisque je pense que la longueur devait peut-être être supérieure au kilomètre, et un objet qui s'approchait de la sonde avant qu'elle ne disparaisse. Et elle a prétendu publiquement que cet objet avait abattu la sonde soviétique. Donc ça, Mmh, c'est un témoignage. On a aussi eu un témoignage d'un autre cosmonaute soviétique, mais j'ai oublié son nom, qui avait été tout comme Popovitch dans l'espace, et qui a également dit qu'il était convaincu de l'existence ou de la présence d'autres êtres, hein. Donc on a eu ces prises de parole là. Et au niveau de l'État soviétique, vous avez eu les échanges entre Reagan et Gorbatchev. Vous vous souviendrez que ouais. Reagan, plusieurs fois, s'est prononcé sur ce sujet, y compris aux Nations Unies, puisque aux Nations Unies, il a fait son fameux discours
où il a dit que si la Terre se retrouvait confrontée à une menace alien, eh bien, toutes les différences entre l'URSS et les États-Unis disparaîtraient instantanément. Et puis, il a continué en disant, mais ne sommes-nous pas déjà confrontés à cette présence alien? Voilà, il a dit ça devant l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, ce n'était pas dans un petit comité. Donc, et Mikhail Gorbatchev a été interrogé sur la déclaration de Reagan et il a lui-même dit que le sujet des ovnis était un sujet tout à fait sérieux. Et on a su récemment, grâce à la fameuse déposition de David Grush au Congrès le 26 juillet, on a su récemment que dans l'accord de prévention des risques de guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, qui avait été signé en 1971, il y a un paragraphe, un protocole qui prévoit des échanges de renseignements sur les objets volants non identifiés entre l'URSS et les États-Unis, avec toute la problématique de la confusion qui peut entraîner une méprise, qui avait déjà été soulevée en particulier par le fondateur de la CIA, l'amiral Hila Enketer, dans un fameux article au New York Times, c'était paru, si je ne dis pas de bêtises, en 1960, où il estimait qu'il fallait lever le secret sur la question des ovnis parce qu'il y avait un risque de méprise avec des engins soviétiques et qu'éventuellement l'URSS pourrait prendre avantage d'une situation de confusion avec des ovnis dans le cadre de la confrontation à l'époque. Vous pensez que ces protocoles de communication existent encore aujourd'hui? Écoutez, je n'en sais rien, mais il est évident qu'à l'époque soviétique, et il paraît très logique par la suite, il y avait des échanges entre les États-Unis et l'URSS, et je dirais probablement la Russie, sur ce sujet. Et si on regarde le témoignage que je considère comme sérieux, le témoignage du sulfureux Bob Lazar, eh bien, donc, je pense que vous savez ou que les auditeurs connaissent Bob Lazar. Bob Lazar qui était donc, voilà, Bob Lazar, dans son témoignage, dit que dans sa zone S4 mitoyenne de la fameuse zone 51, dont il a révélé l'existence au monde par son témoignage, eh bien, il dit qu'il y avait des scientifiques soviétiques qui intervenaient par moments, qui ensuite avaient été écartés. Donc, je pense qu'il y avait effectivement des échanges. Ouais. Et pour revenir aux déclarations de la cosmonaute Popovich, ça avait fait tellement de bruit à l'époque que ça avait été même repris par Buzz Aldrin lors d'un journal télévisé américain qui avait confirmé l'interprétation de Popovich. Donc ça avait franchi vraiment le mur pour la peine. Oui. Quels sont l'étendue des moyens de renseignement des forces armées dans les océans de la planète? Est-ce que il est crédible que des dispositifs technologiques puissent échapper à toute surveillance en l'état actuel des capacités? Alors, encore une fois, les pays, les nations ne vont pas rendre immédiatement public, comme on le sait, les données qui sont collectées. Tout ça est parfaitement normal. Donc, ce que l'on sait, bien sûr, on le sait par toute l'information qui est, je dirais, en libre accès ou qui a été communiquée, ou on le sait par des témoignages. Donc, évidemment, pendant la guerre froide, à cause de la menace sous-marine soviétique, les États-Unis ont développé, à partir des années 50, le fameux réseau d'écoute acoustique SOSUS, un réseau qui est devenu opérationnel en Atlantique en 1956, dans le Pacifique en 1958, qui a joué un grand rôle pendant la crise de Cuba parce que ce système d'hydrophones, en fait des hydrophones posés sur le fond de la mer,
reliés à des stations d'analyse du son, du signal, et qui permettaient ensuite de diriger des forces anti-sous-marines sur les sons qui avaient été détectés. En particulier, à l'époque, les États-Unis avaient des groupes de porte-aéronefs anti-sous-marins qui ont ensuite été remplacés par des avions de patrouille maritime anti-sous-marins à long rayon d'action. Donc, les États-Unis ont disposé, à partir de la fin des années 50, de toute une caisse de résonance sur les océans du monde qui leur permettait de recueillir énormément d'informations à caractère acoustique. Et donc, forcément, si des objets autres émettaient des sons ou des bruits, ils pouvaient aussi les détecter. Bon, alors cette information n'est pas partagée avec le commun des mortels. On sait par ailleurs que du côté soviétique, et ça, les soviétiques ont publié sur ce sujet, les sous-mariniers soviétiques écoutaient des bruits qui étaient caractérisés, quaker était le mot utilisé par les Russes, mais qui correspond en fait au mot croissement, croissement comme le croissement d'une grenouille. Donc en fait, c'était des bruits qui ressemblaient à des croissements de grenouilles ou de crapauds, et qui étaient entendus dans des zones bien particulières. Alors, ces zones coïncidaient souvent avec des points de passage obligés pour les sous-marins soviétiques, en particulier le fameux Gyuk, vous savez, qui est cet espace entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, et qui était un point, je dirais, un espace resserré, où les sous-marins soviétiques étaient obligés de passer, et où les Américains, les Britanniques, les forces de l'Alliance Atlantique avaient forcément énormément de moyens de détection qui étaient déployés, que ce soit sur le fond de la mer, que ce soit des avions de patrouille maritime, que ce soit des bâtiments de surface ou même des sous-marins, pour essayer de détecter les sous-marins soviétiques qui passaient par là. Et donc, c'est dans ces zones-là que les soviétiques ont prétendu, ont affirmé, ont écrit, il y a des témoignages de vétérans qui sont parus, ils ont été assez ouverts là-dessus, qu'ils entendaient ces fameux croissements de grenouilles. Et donc, dans leurs interprétations, il y en avait une, ils se demandaient si ce n'était pas un peu une arme de guerre psychologique, un peu un moyen pour les forces de l'OTAN de leur signifier « vous êtes détectés, on vous a trouvé ». Donc ça, c'est une interprétation. Mais sinon, il y avait l'interprétation que ça puisse être des animaux marins mal connus, que ça puisse être des calamars géants. Maintenant, on sait qu'il y a des calamars géants. Ou encore qu'il s'agissait précisément de ces fameux OANI, objets aquatiques non identifiés, qui se manifestaient à ces endroits-là et qui étaient enregistrés. Voilà sur ce sujet. C'est les Russes qui ont communiqué sur ce sujet. La question est revenue aux premières, à la une des journaux, puisque quand le sous-marin civil qui était parti en expédition touristique près du Titanic a implosé, la marine américaine a déclaré 5 jours après qu'au moment de l'implosion, ils l'avaient détecté, mais qu'ils avaient entendu en fait ce délai pour ne pas dévoiler leur capacité de récupération d'informations. Est-ce que ça ne pose pas quand même problème quand on a des opérations de sauvetage qui sont lancées pendant 5 jours et que l'armée attend ce délai-là pour dire oui, on sait que, voilà, vu l'étendue du bruit que ça a fait et l'énergie qui a été déployée, il n'y aura pas de surveillance? Oui, alors, vous avez bien soulevé le problème. C'est toujours le problème de la protection du secret. À la fin de la guerre froide, les États-Unis ont laissé penser qu'ils avaient désactivé une partie de ce gigantesque réseau d'écoute. Et pour vous dire la vérité, je n'en ai pas la moindre idée de ce qui a été désactivé, pas désactivé, parce qu'effectivement, à la fin de la guerre froide, soudain, l'activité sous-marine soviétique a chuté prodigieusement par rapport à ce qu'elle était. Mais on pouvait aussi douter
que les États-Unis se privent de cette capacité fantastique d'écoute et de connaissance du milieu marin. Et les Russes ont effectué un certain nombre de déploiements après la fin de la guerre froide, dans des moments de tension avec les États-Unis, en particulier pendant la crise yougoslave. Et donc, il était logique que les États-Unis ne désactivent pas ce vaste réseau. Donc, au moment où le sous-marin argentin San Juan a été perdu, eh bien, vous avez eu d'une part des instituts de séismologie qui ont capté un son qui pouvait correspondre à une explosion. Et évidemment, les États-Unis ont forcément collecté un signal pour ça. Donc tout ça n'est pas surprenant, je dirais. Mais la protection de l'information fait que ça ne peut pas être forcément immédiatement partagé avec le monde civil. La plateforme Warzone a fait une très longue enquête de près d'1 an, ça a été publié il y a 2 ou 3 mois, auprès des sous-mariniers américains pour savoir quelle était la doctrine américaine qui était utilisée quand il y avait une anomalie qui était rencontrée. Et plusieurs sous-marins leur ont expliqué qu'en fait, la consigne était dans un premier temps, de le noter dans le livre de bord. Et une fois qu'ils étaient certains que c'était pas une plateforme militaire de renseignement et que c'était réellement une anomalie, au sens où on l'entend dans cette émission, ils devaient ensuite le rayer du livre de bord pour ne pas que ça puisse être enregistré définitivement. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un problème fondamental de renseignement militaire où, parce que l'information est dérangeante, on la supprime des livres de bord? Mais écoutez, c'est toute la problématique qui est apparue avec les révélations de 2017, qui ont d'ailleurs, comme on le sait maintenant, été instrumentalisées par un ex-sous-secrétaire d'État américain chargé du renseignement au Pentagone, c'est-à-dire un ex-vice-ministre de la Défense, celui qui était en charge du renseignement, Chris Mellon. Donc Chris Mellon, c'est lui qui a réussi par un subterfuge très astucieux à attirer l'attention du Congrès en organisant la fuite des fameuses 3 vidéos du AP, en les apportant d'abord en s'assurant qu'elles soient déclassifiées. Parce qu'elles étaient déclassifiées, il les a apportées à la journaliste Leslie Kean du New York Times. Et Leslie King a écrit ces articles, a fait des interviews des fameux témoins, les pilotes David Fravor et Ryan Graves, et ces articles ont attiré l'attention du Congrès, et le Congrès s'est retourné vers le Pentagone pour demander des explications et pour demander un rapport. Et le Pentagone s'est exécuté avec réticence, et on a vu apparaître des divergences entre les services, puisque finalement la marine américaine a joué relativement le jeu et avait un rôle leader, et l'US Air Force, qui est quand même en charge de la défense de tout l'espace aérien nord-américain, avec le Canada dans le cadre de la NORAD, contribuait finalement très peu au premier rapport qui était demandé par le Congrès. Et donc, à partir de là, il y a eu des témoignages qui ont été donnés et jusqu'à la fameuse audition du 26 juillet dernier. Et à cette occasion, on a appris de la bouche même de David Fravor, par exemple, que dans le cas de l'incident du Nimitz, du porte-avions Nimitz, donc en 2004, personne n'était vraiment venu lui demander des informations. Il avait écrit un rapport, mais il n'avait pas ensuite été sollicité particulièrement sur cette question. Il a été sollicité plus tard. Et donc, la question s'est posée, alors non seulement du fait que les personnes qui rendaient compte étaient généralement pénalisées, et donc pour cette raison, elles ne voulaient pas rendre compte, et d'autre part, qu'apparemment, ces constatations, qui étaient pourtant très fréquentes,
en particulier les témoignages de Ryan Graves, qui lui-même expliquait que lorsqu'il était pilote, qu'il volait au large de Norfolk, etc., qu'il faisait des observations quasi quotidiennes, sur une période de 2 ans. Eh bien, que ces observations n'étaient pas recensées. Alors, en l'occurrence, lui, Ryan Graves, a expliqué que vu l'abondance des observations, ça avait quand même été intégré dans la formation et dans les instructions pour les pilotes qui volaient, puisque les objets en question, par moment, passaient extrêmement près, en particulier lorsqu'il a parlé de cette fameuse sphère avec un cube à l'intérieur, extrêmement près des aéronefs. Et que ça constituait manifestement un risque pour la navigation aérienne. Et donc là, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de procédure standardisée du recueil de ces signaux. Et ça a été renforcé par l'affaire, je dirais, comico-grotesque du fameux ballon chinois. Le fameux ballon chinois qui survole les États-Unis, que les États-Unis finalement décident d'abattre après qu'il ait survolé tout le territoire des États-Unis. Et puis dans la foulée, on apprend qu'il y a eu 2 autres objets qui ont été abattus. Et sur cela, on n'a pas vraiment de détails. On ne sait pas de quoi il s'agissait. Est-ce qu'il s'agissait d'autres ballons? Et alors on se demande, mais alors que fait la défense aérienne du NORAD? Alors tout ça est assez surprenant parce que si on regarde les instructions officielles qui étaient publiées, par exemple, dans des documents déclassifiés aujourd'hui, par exemple les documents des années 50, les instructions du NORAD, on s'aperçoit que les ovnis sont listés dans la catégorie des menaces numéro 1 avec les missiles. Donc, et ils sont représentés sur le graphique sous forme d'une soucoupe volante. Donc, on peut difficilement nier qu'ils ne soient pas pris en compte. Donc, on a eu très dernièrement le rapport qui a été rédigé par l'inspecteur général des questions de renseignement, celui-là même qui a été sollicité par le donneur d'alerte David Grush. Quand David Grush a voulu parler, il est allé voir ce responsable, cet inspecteur, un peu superviseur des questions de renseignement pour dire qu'il voulait témoigner devant le Congrès, qu'il voulait apporter des informations, mais il devait le faire pour se protéger lui-même. Et donc, on a appris par cet inspecteur qu'il n'y avait apparemment, d'après ce qu'il a trouvé lui-même, pas de procédure centralisée, ni une supervision, je dirais, organisée à l'échelle du Pentagone, ce qui paraît assez surprenant. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on vient juste d'avoir une information qui vient de tomber aujourd'hui. C'est Oui. tombé par le journaliste Ross Coulthard qui, d'après une de ses sources au Pentagone, l'un des objets abattus sous ordre du président Biden était un objet cylindrique et argenté et déterminé par le Pentagone comme n'étant pas un ballon. Tiens, bon, je ne savais pas que l'objet avait été trouvé. Et est-ce qu'on va nous donner la nature de l'objet? Vous savez, on vit, comme ça a été bien dit par les sénateurs américains lors de cette fameuse audition du 26 juillet, entre autres Tim Burchett et les autres, il y a un mensonge d'État qu'on ne va pas critiquer, dans le sens où, évidemment, les forces armées protègent le secret militaire. On ne peut pas leur reprocher de protéger le secret militaire. Alors, la protection du secret militaire, ça veut dire le mensonge. Il faut être clair. Le mensonge. Et ça peut être un mensonge parfaitement éhonté, où on vous dit oui quand c'est non, ou non quand c'est oui. Donc, c'est ça. Et on ne peut pas imaginer que les forces armées vont vous dire la vérité. Elles vont vous dire parfois la vérité quand ça leur convient. Alors, il y a toutes sortes de procédures, comme on le sait, aux États-Unis en particulier, notamment par la procédure du Freedom of Information Act, qui
permet aux citoyens de demander l'accès à l'information. Mais c'est pas ça qui va nécessairement parvenir à faire éclater la vérité. C'est un processus très utile qui a été utilisé très bien par certains ufologues, en particulier le regretté Stanton Friedman, qui a été très fort pour obtenir des milliers de pages qui étaient entièrement noircies. Et on lui disait, mais bon, n'imaginez pas qu'on vous cache quelque chose. Mais bon, il se trouve que sur ces aspects-là, on ne peut pas communiquer. Mais ça montre bien qu'on est dans une situation d'information et communiquée. Alors, ça, c'est très caractéristique pour le cas américain. Et je dirais qu'actuellement, dans le bras de fer dont on est témoin aujourd'hui, on a franchi des étapes décisives. En particulier, c'est très étonnant d'ailleurs et ça nous montre combien nos médias sont totalement contrôlés, où les journalistes sont, je dirais, totalement complices de cette situation. Pas tous, puisqu'on a eu l'exemple de Leslie King au New York Times, mais prenez les médias français, par exemple. Si, il y en a eu un, il me semble que c'est le Parisien qui a fait sa une sur les premières déclarations de David Grush. Et on salue Gaël Lombard, qui est le journaliste qui a mené cette enquête et qu'on a pu recevoir aussi sur la chaîne. Ah, très bien. Alors, on peut le féliciter, mais les autres journaux n'ont pas fait leur une, alors que les informations qui ont été communiquées sous serment par David Grush au Congrès et qui ont été confortées par les sénateurs eux-mêmes, puisque les sénateurs eux-mêmes, enfin ceux qui sont à la manœuvre, pas tous bien sûr, ceux qui sont à la manœuvre, ont expliqué qu'il y avait au moins une dizaine d'autres qui s'étaient présentés à eux, mais sans vouloir que leur identité soit communiquée, pour confirmer les dires de David Grush. Et David Grush a quand même dit des choses fondamentales qui devraient figurer dans les manuels scolaires. Non seulement il y a d'autres intelligences, je vais utiliser le pluriel, puisque nous ne sommes pas face à un seul groupe, nous avons d'autres intelligences qui sont présentes, et il a clairement dit qu'il y avait des vaisseaux non humains récupérés avec des pilotes, des restes de pilotes non humains. Donc, et encore une fois, je dirais, ces déclarations viennent confirmer ce que l'on a eu par de multiples autres témoignages. On a bien évidemment, depuis de très nombreuses années, des ufologues qui ont eux-mêmes, je dirais, des approches qui peuvent être contestables ou qui peuvent être très divergentes. Mais par exemple, si on prend un ufologue que personnellement, je ne trouve pas forcément très sympathique parce qu'il est très égocentrique et qu'en plus, il donne une interprétation des phénomènes à laquelle, personnellement, avec laquelle je suis en désaccord. Mais je suis sans doute pas assez informé, mais je n'arrive pas à croire, comme il le suggère, que le gouvernement des États-Unis soit derrière les enlèvements et les mutilations de bétail. Je veux parler du fameux Dr Greer. Je dirais au crédit du Dr Greer, il a depuis près de 3 décennies encouragé les témoignages. Il a créé ses conférences de presse au Penn Club de Washington et grâce à lui, on a eu un très grand nombre de témoignages de vétérans qui se sont exprimés sur le sujet. Alors, parmi ces témoignages, on ne peut avoir de la désinformation pure. Donc, comme on est dans un jeu où la désinformation a joué un très grand rôle depuis le début, on est obligé d'être très prudent. Mais on a fait des avancées, je dirais, déterminantes grâce à David Grush, en particulier quand il a validé le crash en Italie de Magenta en 1933, quand il a validé la coopération italo-allemande sur les ovnis, etc. En parlant de cas anciens, il y a eu aussi de très nombreux cas qui ont été relevés par Charles Fort,
avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui pourrait être les premiers ovnis de l'époque moderne sont surnommés les airships et commencent en 1880 aux États-Unis. Comment se sont déroulés ces signalements? Est-ce que le point de vue de la population était ironique face à ces situations comme on peut l'avoir aujourd'hui, ou est-ce qu'il y avait un véritable questionnement qui se posait? Alors, il y a effectivement, vous avez raison de rappeler donc le rôle de Charles Fort, parce que Charles Fort qui a dédié pratiquement toute sa vie à cette collecte d'anomalies, comme je l'ai dit, en explorant les revues scientifiques, a fait un travail fondateur, en particulier sur toutes les recensions que je pourrais qualifier de caractère scientifique. Parce que si vous prenez les revues d'astronomie, les revues qui traitaient en particulier des météores, parce qu'à l'époque, on allait qualifier généralement ces observations de météores. Hein. Généralement, on les qualifiait de météores, même s'ils pouvaient ne pas s'agir du tout de météores. Et c'est son travail sur les rapports de Navy, etc. Il a donné une base, je dirais une base pour nous démontrer que le phénomène était tout à fait présent au XIXe siècle et observé, et en particulier par les marines de guerre. L'affaire dont vous parlez, le Great Airship Mystery de 1896-1897 au-dessus des États-Unis, est quelque chose de très intéressant, parce que vous avez eu, sur une période de plus de 6 mois, de très nombreuses observations au-dessus d'un très grand nombre de villes et qui ont été recensées par la presse. Et ces très nombreuses observations correspondaient. Alors, c'était un moment où n'existaient pas encore les zeppelins, mais existaient déjà des ballons, y compris les ballons motorisés. On avait déjà eu dans la fiction le livre de Jules Verne, Robur le Conquérant de 1886. Et là, on a ces observations au-dessus des États-Unis de gens qui voient des vaisseaux aériens, généralement avec des rayons lumineux, dans certains cas qui ont pu se poser, dans certains cas, vous avez des échanges entre des personnes et les occupants de ces vaisseaux, et on a l'impression que ces vaisseaux, finalement, ne sont pas technologiquement tellement plus avancés que la technologie de l'époque. Donc, il y a un ouvrage, malheureusement, j'ai plus son nom en tête, que j'ai lu il y a une dizaine d'années, et qui était fait par un chercheur américain qui posait l'hypothèse qu'il y avait pu avoir soit un programme secret déjà du gouvernement américain pour un objet volant, un vaisseau volant, soit qu'il y avait eu des expérimentations secrètes par un groupe d'aéronautes qui avait réussi à faire voler un objet avant les frères Wright. Voilà. Alors, cette approche du sujet est un peu surprenante, parce qu'on imaginerait, en particulier avec l'ego humain, que les personnes qui étaient impliquées ou que leurs descendants, plus tard, se manifestent en disant que, mais oui, voilà l'explication du Great Airship Mystery. Alors, si on regarde plus précisément, on a eu d'autres approches du sujet. On a eu la question d'un club de menteurs, aussi des questions liées à la vente des journaux. Est-ce qu'il s'agissait de faire des articles pour faire vendre des journaux? Donc, on a eu également des gens qui ont recherché ce genre d'explication. On a eu un cas qui est assez intéressant, parce que c'était un cas de bétail mutilé. Hein, et dans un des cas d'observation d'un fermier qui a expliqué avoir vu un objet, et ensuite il a retrouvé une de ses vaches qui était mutilée. Enfin, la vache apparemment avait été enlevée, etc., etc. Donc ça, on se retrouve beaucoup plus proche des cas, je dirais, d'ufologie plus récent. Et et ça, il ne faut surtout pas le négliger, et je pense que pour cette affaire de 1897, c'est un cas central, le fameux crash d'Aurora. Et donc, Aurora, cette petite ville du Texas, ou ce bourg du Texas, où on a
ces témoignages, alors là encore, c'est les journaux qui ont révélé tout ça, mais ensuite, il y a eu des témoins qui ont été interrogés ensuite et qui ont confirmé ce qu'il y avait bien eu un crash d'un objet qui avait heurté la tour je dirais, j'ai oublié du juge, le juge Proctor, si mon souvenir est juste. Et alors, s'agissait-il du moulin à vent du juge Proctor, mais en tout cas, il avait une petite tour et que cette tour était tombée, que l'objet avait explosé et qu'on avait retrouvé un petit être qui avait été immédiatement qualifié de martien et qui avait été enterré dans le cimetière local. Et cet incident a été investigué à partir des années 1970, c'est-à-dire 70 ans après les faits. On a pu enregistrer les témoignages de personnes. Alors, il y a une personne qui disait que tout ça, c'était sans doute monté pour attirer l'attention, que la ville était frustrée, que le chemin de fer finalement avait évité cette ville et que c'était peut-être un moyen de faire parler de la ville. Mais on a d'autres témoignages qui vont tout à fait à l'encontre, qui expliquent qu'il y a bien eu un crash, qu'il y a bien eu une explosion, que beaucoup d'habitants ont recueilli des restes, et certains de ces restes ont été analysés. Et ces restes analysés ont montré qu'il s'agissait d'aluminium principalement, mais encore une fois, une composition assez complexe, et que c'était totalement à exclure pour 1897. C'est-à-dire que 1897, on n'allait pas avoir de l'aluminium comme ça disponible. On était bien avant le début, c'était le tout début, tous les prémices de cette industrie, et avec un coût exorbitant. Donc comment se fait-il que soudain des habitants se retrouvent avec des débris d'aluminium? Et on a eu également d'autres anomalies, des personnes qui ont souffert de maladies, de la thyroïde, qui paraissaient liées à un problème de source de radioactivité. Alors, on a impliqué le puits qui se trouvait dans le cimetière, dans lequel les débris auraient été précisément jetés, et le cimetière lui-même. Alors, ce qui a été très frustrant avec le cimetière, c'est que les locaux n'ont pas voulu que l'on touche au cimetière, pour des raisons qu'on peut comprendre, en particulier parce qu'il y avait dû avoir une épidémie et beaucoup de gens avaient été enterrés un peu n'importe où. Donc, on ne voulait pas autoriser d'aller déterrer comme ça. Donc, ça a été interdit. Mais on rapporte que d'une part, la pierre tombale, qui représentait d'ailleurs, cette pierre tombale, un objet d'une forme sous-coupoïdale, a été volée. Et d'autre part, qu'il y aurait eu une intervention gouvernementale pour venir précisément déterrer le fameux cadavre. En tout cas, la pierre tombale avait disparu, donc on n'arrivait plus à savoir exactement où était cette pierre tombale, cette tombe, mais qu'ensuite, il y avait eu une intervention des autorités sur cette tombe. En tout cas, si on regarde les documents, certains documents, alors d'abord, si on écoute le témoignage de David Grush au Congrès le 26 juillet, on s'aperçoit, et même son interview postérieure, il a donné une interview récente à Joe Rogan aux États-Unis, et là, dans cette interview à Joe Rogan lui a demandé si le crash de 1933 était le premier crash, l'objet le plus ancien, etc. Et il a dit qu'il ne voulait pas parler de ça, qu'il ne pouvait pas parler de ça, qu'il n'était pas habilité pour parler de ça. Donc, il a laissé entendre que les autorités américaines avaient récupéré un objet antérieur à 1933. Et évidemment, il y a un document qui, jusqu'à présent, un document qui faisait partie des fameux documents Majestic 12 des années 80, ces fuites, vous savez, de documents qui étaient apparus et qui, à l'époque, ont été évidemment considérés comme des fraudes. Eh bien, il y a un de ces documents qui, si mes souvenirs sont justes, est une correspondance entre le général Marshall et FDR et le président Roosevelt. Et dans cette correspondance, il mentionne 1897. Donc, je pense que c'est très clair. Non, c'est sûr. Et on a reçu sur la chaîne Thomas Whitmore, qui a été
au conseil d'administration du MUFON pendant la plus grande partie de sa vie et qui a passé des décennies à bosser sur les documents Majestic 12. Et sa conclusion la plus probable était que oui, il s'agissait de faux, mais basé sur des faits réels. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait d'un moyen de faire filtrer à l'extérieur des informations réelles sans qu'on puisse remonter à leur source pour ne pas qu'il y ait de grillage de source, en fait. Mais que l'ensemble des éléments qui étaient à l'intérieur étaient très probablement vrais par rapport à tous les éléments de confirmation qu'on pouvait trouver tout autour. Par rapport au crash d'Aurora, on a pour la peine la chance d'avoir les coupures de presse de l'époque qui sont assez révélatrices. C'est-à-dire qu'on nous décrit que un corps a été retrouvé, qu'il avait des papiers sur lui qui étaient, semble-t-il, écrits de hiéroglyphes qui ne pouvaient pas être compris, que l'engin avait été trop abîmé pour comprendre vraiment comment est-ce qu'il fonctionnait, mais qu'il pesait plusieurs tonnes et fait en un métal inconnu qui ressemblait à l'aluminium ou à l'argent. Donc on a pour la peine la description exacte de ce qui s'est passé ce jour-là et il n'y a pas de raison d'en douter en 1897 que là, il y a eu une manipulation des journalistes sur le sujet. Et il y a autre chose qui me fascine sur cette période-là, c'est qu'on a une période qui est souple d'esprit par rapport au phénomène parce qu'il n'y a pas vraiment de carcan qui s'est placé dessus. Et quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est regarder dans les anciens livres d'histoire des sciences et ils décrivent des phénomènes qu'aujourd'hui on considérait comme étant des ovnis, mais qu'à l'époque sont juste inexplicables parce qu'il n'y a même pas la relation qui est faite avec des objets technologiques, parce que la technologie est trop loin de ça. Et là, par exemple, vous avez l'illustration d'une étoile filante en zigzag. Et donc, dans les catalogues d'astronomie, vous avez des pages entières qui sont des étoiles en zigzag qu'on n'arrive pas à expliquer, qui aujourd'hui pour nous font sens. Mais on a une période, là, ce livre date de 1877, on commence tout juste à avoir les premiers engins volants. Donc, on a des éléments qui sont quand même très intéressants au niveau historique et qui montrent bien que on a une perméabilité entre ce qui est considéré comme étant du folklore, mais aussi les débuts de la modernité où on commence vraiment à avoir les premiers textes d'analyse historique et vraiment une recherche de mise en place des faits qui se déroulent, et que là, on a des éléments qui sont quand même très anciens et qui nous montrent qu'on a des appareils qui sont vus par les témoins comme étant technologiques. Oui, tout à fait. Oui. Ma question, ce serait plus, comment est-ce que c'est passé à travers? Parce que moi, personnellement, j'ai découvert ce sujet-là en 2017, quand le New York Times a sorti son article. Et comment est-ce que ça a pu être retiré de l'histoire qu'on apprend aux êtres humains? Et en Occident, parce que si j'en parle par exemple en Chine, en Chine, ils vont avoir ce qu'ils appellent les théières, c'est-à-dire que dans leur culture, ils voient des théières volantes. C'est le surnom qu'ils donnent aux ovnis, et pour eux, ça fait partie de la norme en fait. Comme selon les circonstances, c'est assez bien vu ou mal vu par le gouvernement chinois d'en parler, ils utilisent le terme de théière volante à 3 pieds pour parler des soucoupes volantes qui atterrissent, mais ça existe dans le substrat de ce qui est dit d'une génération à l'autre. En Amérique du Sud, pareil, ça existe dans le substrat. En Afrique, pareil. Alors là, par contre, c'est très couvert par le folklore, mais ça existe quand même. Et j'ai l'impression que le passage des Lumières en Europe et dans l'Occident ensuite a mis une sorte de stérilisation de ce sujet-là dans l'histoire. Est-ce que c'est un biais de ma part ou est-ce qu'il y a une réalité à ça? Non, je pense qu'il y a une réalité. Alors d'abord, il y a une réalité qui découle de la méthode scientifique, c'est-à-dire que je pense que très sincèrement, il y a eu un désir, en particulier avec l'époque des Lumières, de sortir des croyances. Donc ça a été d'ailleurs assez difficile de faire accepter, je crois que c'est mentionné dans le rapport Cometa de mémoire, mais de faire accepter l'existence des pierres qui tombent du ciel, c'est-à-dire les météores ou les météorites. Vous voyez. Donc il a fallu que l'Académie des sciences l'accepte. Bon. Donc je pense qu'il y a eu d'une part la méthode scientifique qui est une des raisons d'un scepticisme que l'on peut considérer comme sain. En parallèle, il y a eu très vite, et je pense même dans les périodes anciennes, une volonté de cacher. Une volonté de cacher, d'une part, par la peur de l'impact sur les populations. Donc je pense que dès
dès la période de 1897. Alors, je vous dis, le mystère de 1897 aux États-Unis, de cette grande vague, n'est pas entièrement résolu. Par moment, je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas avoir deux phénomènes en même temps, d'avoir réellement d'authentiques aéronautes qui et en même temps d'avoir le phénomène, parce que Aurora, je dirais, il n'y a pas photo, c'est clair, hein, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai toujours été réticent à cette interprétation. C'est une interprétation qui avait été proposée par un ufologue britannique, dans mon souvenir, puis ensuite elle a été reprise par Jacques Vallée, qui disait que peut-être le phénomène en question jouait avec nous et que dans son jeu, il avait qu'une petite longueur d'avance ou donnait l'impression de n'avoir qu'une petite longueur d'avance par rapport à nos technologies pour se rendre compréhensible à nous. Alors, je ne veux pas du tout, parce qu'il faut bien émettre des hypothèses et interpréter, mais je ne suis pas vraiment dans cette optique-là. Je pense, vu l'immensité de l'univers quasiment infini qui se présente à nous, les statistiques qui sont données sur le nombre d'étoiles dans notre seule galaxie et sur le nombre de galaxies. Hein, on est dans peut-être 200 milliards d'étoiles et on sait qu'il y a plus de planètes que d'étoiles. Donc, il est manifeste que l'univers grouille très probablement de vie. Donc, on a eu cette vision tout à fait étonnante de pouvoir croire qu'on était peut-être les seuls et qui est encore très défendue. Mais encore, voilà ce que disent les scientifiques, les professionnels. Rappelez-vous, quand le thème des exoplanètes relevait encore de la pseudoscience, qui n'avait pas été démontrée, qu'on n'était pas capable de l'affirmer. Et toutes les prudences de tous les astronomes sur ce sujet. Hein, on les félicite d'être prudents. Mais on mesure bien le gouffre avec aujourd'hui. Alors, on a eu ces observations qui ont été faites sur une très longue période. Vous avez mentionné les étoiles en zigzag. Si on regarde les textes de Camille Flammarion, si on regarde les observations de la Lune qui étaient faites, même les observations de la Lune qui étaient faites par les astronomes et qui signalaient des mouvements d'objets lumineux sur la Lune. Donc, et ça, c'était déjà au 19e siècle. Hein. Donc, effectivement, on a eu cette conscience, mais qui était réservée à un public limité, alors, mais qui apparaissait quand même dans les journaux, hein, avec ce Great Airship Mystery de 1897, et d'autres articles. Il y a d'autres articles qui sont parus dans les années 1904, 1910, etc. Il y a même des cas d'enlèvement qui sont, je lisais l'autre jour dans une publication américaine, le cas d'un enlèvement qui était vers 1910, mais on peut réinterpréter. Alors ça a été fait par Jack Vallée dans son ouvrage Passeport pour j'ai oublié. Magonia. Magonia, voilà, Passeport pour Magonia. On peut réinterpréter les vieux mythes. Il y a cette fameuse histoire américaine du folklore des États-Unis concernant ce chasseur qui part à la chasse alors que son État a fait encore partie de la colonie britannique, et puis qui rencontre des petits lutins à la montagne, et puis qui s'endort et qui se réveille, et le voilà avec son fusil tout rouillé à côté de lui. Il rentre au village et là il y a le drapeau des États-Unis. Donc il est resté, il a disparu pendant des années, et qu'on a pu réinterpréter comme étant peut-être un cas d'enlèvement. Hein. Et on a bien sûr toute une école d'interprétation qui a été stigmatisée comme pseudoscience, bien sûr, mais qui existe depuis déjà longtemps. Hein, toute une école d'interprétation qui aujourd'hui est très populaire aux États-Unis par le fameux programme de télévision Ancient Aliens, mais qui remonte à des auteurs, encore une fois, stigmatisés, un peu au banc parce qu'ils n'avaient pas le parcours académique et parce qu'ils écrivaient des bêtises aussi. Vous avez bien sûr Robert Charroux, vous avez évidemment le très célèbre Van Daniken,
qui en même temps avait été escroc apparemment dans certaines de ses activités, donc ce qui ne contribuait pas à le rendre très crédible. Et pourtant, il a vendu des millions d'exemplaires, et je pense que l'interprétation qu'ont donné ces auteurs, il faut y prêter attention. Et je vais citer une source sérieuse pour soutenir, en tout cas faire réfléchir. Vous avez ce fameux manuel de l'US Air Force, je crois que ça doit être l'édition de 1970, donc c'est juste le moment où les États-Unis vont dire qu'officiellement ils abandonnent Blue Book, qu'ils abandonnent la recherche officielle, mais là il me semble que le manuel il sort même peut-être un an après que le rapport Condon ait entraîné l'abandon de la recherche officielle. Voilà, ce manuel de l'US Air Force a un chapitre qui est dédié à la question des ovnis, et la moitié du chapitre nous explique aux cadets de l'US Air Force. Donc c'est quand même un texte qu'il faut prendre en considération. Et explique aux cadets de l'US Air Force soit visité par plusieurs espèces, puisque je crois qu'ils en citent 3 ou 4 dans ce manuel de l'US Air Force, et que ces visites aient pu avoir lieu depuis extrêmement longtemps, depuis des milliers d'années, et suggérant très clairement qu'ils aient pu intervenir dans l'histoire humaine et qu'ils puissent correspondre, c'est ce que dit Van Ganneken, qu'ils puissent correspondre aux demi-dieux, ou aux dieux, aux anges, aux archanges, aux anges déchus. Et là, je dirais, si on se replonge dans les textes à la fois religieux, que ce soit dans la Genèse, le livre de la Genèse, qu'on se plonge dans le livre, le livre d'Enoch, qui ne fait pas partie de la Bible de Rome, mais qui fait partie de la Bible des Éthiopiens, que l'on se plonge dans la mythologie grecque. Évidemment, les fameux textes sumériens qui ont été sans doute déformés, mal interprétés par le fameux Zachariah Sitchin. Mais évidemment, le Mahabharata, les fameux textes indiens, on a des descriptions d'objets technologiques volants, on a des héros civilisateurs qui viennent du ciel, Et on a ça non seulement dans notre histoire ancienne proche, je dirais les religions du livre. Et évidemment, la Bible est basée sur la mythologie sumérienne, babylonienne, bien évidemment les récits du déluge, mais on a exactement la même chose si on va dans l'Amérique précolombienne. On a la même chose. On a les héros civilisateurs, on a qui viennent du ciel. Et donc, et on a ce qui est indéniable, ce qui est aujourd'hui indéniable. On a des réalisations dans l'Antiquité qui sont aujourd'hui inexplicables avec les technologies de l'époque. Et ça, c'est incontestable. Alors évidemment, oser le dire, on est immédiatement qualifié de pseudo-scientifique, puisqu'on a cette espèce de dichotomie très, très commode, de classifier de pseudo-scientifiques tous ceux qui ne vont pas marcher droit dans le discours qu'il faut tenir. Mais pour moi, le bon partage, c'est entre ceux qui cherchent honnêtement la vérité et qui peuvent se tromper complètement, et ceux qui écrivent pour vendre des livres, faire de l'argent, tromper le monde, développer une religion, gagner de l'argent de manière indue, etc., et qui trompent tout le monde. Donc, pour moi, c'est ça le bon critère, parce que si vous prenez encore une fois l'académia qui suit la méthode scientifique, etc., et c'est parfaitement normal, elle s'est trompée tant de fois. Et encore une fois, vous interrogez un spécialiste d'un certain point donné, et puis vous l'allez interroger sur d'autres choses, et il va vous dire des choses qui ne sont pas justes. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a, grâce à l'Internet, c'est comme la langue d'Ésope, c'est le meilleur et le pire. C'est le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes sortes de données que les gens ne vont pas vérifier. Il faut absolument toujours tout vérifier.
Mais inversement, l'Internet est aussi un des outils qui permet d'aller vérifier, par exemple, dans des généalogies pour savoir que la personne existe vraiment. Voyez, par exemple, dans la fameuse affaire du Great Airship Mystery de 1897, vous avez un témoignage qui est un peu gênant parce que c'est un peu un témoignage qui tente à valider l'idée qu'il s'agissait d'un développement aéronautique de l'époque, hein, puisqu'on a un juge dont j'ai oublié le nom, mais qui dans une petite localité va comment dire converser avec les occupants du vaisseau en question qui s'est posé dans une pelouse et qui sont en train de fumer la pipe et qui sont en train de lui raconter qu'ils viennent, il lui raconte une histoire à dormir debout. Hein. Et ce juge va publier son histoire dans le journal. Et pendant assez longtemps, on ne prend pas très au sérieux ce témoignage parce qu'on ne le trouve pas, ce juge. Et puis, il y a un chercheur là, qui a réussi à le trouver grâce à Internet, d'ailleurs, qui a réussi à remonter les registres, etc., et à démontrer qu'effectivement, c'était un juge qui avait été récemment nommé. Mais là encore, un juge serait assez prudent dans ce qu'il va raconter, parce que il n'a pas intérêt à ce que sa parole soit... Évidemment, la parole du juge doit être considérée comme infaillible. Donc, ça fait partie de la complexité de cette affaire de 1897, parce que il décrivait bien quelque chose qui était tout à fait compréhensible pour lui et tout à fait proche des technologies de l'époque. Et ça, c'est complètement différent de ce que l'on a à Aurora avec des petits êtres, avec le petit être et avec un objet en aluminium. Donc, pour répondre à la question, pourquoi... Oui. Non, mais je dirais qu'on est passé à côté. D'abord à cause de la désinformation extrêmement violente qui a été mise en place aux États-Unis à partir de la fin des années 40. Il y a eu une hésitation. Il faut aller lire le fameux livre de celui qui était en charge du projet Blue Book, le capitaine Ruppelt, au tout début des années 50. Parce qu'il montre bien qu'en 52, il y a eu cette hésitation. Il y a eu le moment où le gouvernement était sur le point de reconnaître. Et puis, c'est Robertson qui va donner tous les instruments, maintenant on le sait, puisqu'on a les documents sont déclassifiés, pour discréditer les associations d'ufologie, etc. Et puis, on a la conclusion qu'on sait bien de Condon, etc. Donc, il y a eu cette désinformation très violente, avec des formules comme croire aux ovnis. Croire aux ovnis, ça, c'est l'instrument de la désinformation par excellence. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Hein, on a des faits, on a des données, voilà. Et donc, je pense que c'est ça l'explication du fait qu'on est passé à côté de cette réalité qui est incontestable, que nous avons la présence de plusieurs intelligences. Certaines de ces intelligences sont peut-être même des occupantes de notre planète. Je dirais, les interprétations à ce moment-là sont nombreuses, et moi, je n'aime pas m'engager, mais vous avez évidemment la suggestion, qui paraît l'évidence, que vu les distances interstellaires, on peut très bien imaginer qu'il y a de toute façon une extradimensionnalité pour arriver jusqu'ici. Mais ce que je crois beaucoup, c'est que notre système solaire est déjà colonisé et que la présence est là de manière permanente, et en particulier, d'après les témoignages, sur la Lune. Tout à fait, et on peut renvoyer les auditeurs à la dernière émission qu'on a fait dimanche dernier, où justement on a pris 2 heures pour lister toutes les hypothèses et voir leur degré de crédibilité par rapport au nombre d'éléments qu'elles requéraient. D'accord. Pour clore cette interview, il y a et je n'esquive pas d'ailleurs la remarque sur les constructions anciennes. Alors, ce sera diffusé dimanche. Là, en ce moment, on est en train d'enregistrer. On est jeudi, mais vendredi, on a un article qui sort que je préparais spécifiquement là-dessus, justement pour accompagner ce débat. Pour clore cette interview, il y a une question qui est pour moi très énigmatique. C'est que
En gros, Christopher Mellon s'est appuyé sur les informations venant de la marine, et il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la marine a été le premier abri d'un organe de renseignement militaire qui ait existé aux États-Unis. Le renseignement maritime a été la première structure de renseignement militaire aux États-Unis. Par contre, autant la marine est loquace sur les anomalies aériennes, autant il y a un silence absolu, qu'on pourrait presque dire assourdissant, sur les anomalies sous-marines. Et j'avoue avoir du mal à le comprendre, parce qu'une anomalie aérienne, pour moi, est beaucoup plus dangereuse au niveau stratégique, puisqu'à partir du moment où elle commence à se balader près des bases nucléaires ou des centrales nucléaires américaines, ça commence à devenir un danger assez prononcé. Une anomalie qui est sous-marine, on a quand même peu de structures vulnérables qui sont dans les océans. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un niveau de secret plus important sur des anomalies sous-marines que sur des anomalies aériennes? Non, enfin, je ne pense pas qu'il y ait, je pense pas qu'il y ait un niveau de secret plus important. Je pense que, comme on l'a dit, il y a eu une période aux États-Unis où il y avait énormément d'observations, donc la période évidemment des années 40, 50, etc., où il y avait l'objectif gouvernemental de collecter l'information et où le gouvernement ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'observations que c'était très difficile à maîtriser. Et donc, on ne pouvait pas nier le fait qu'il y avait quelque chose. Alors après, on a réussi à le nier avec le rapport de conclusion du fameux projet Blue Book. On a réussi à le nier. Et on a réussi par tout un savant agencement d'une création de fiction via Hollywood, avec chaque génération a eu droit à ses séries, ses films, etc., à en même temps enclencher un processus d'éducation généralisée, tout en permettant d'esquiver les observations en faisant tout de suite référence à la fiction et en disant aux gens, bah oui, mais ce que vous me racontez, c'est ce que j'ai vu dans le dernier épisode d'X-Files, par exemple. Mais les observations qui se passent dans un milieu lointain du spectateur, en mer en particulier, elles allaient être vues peut-être dans un certain nombre de cas par des bateaux marchands, et c'est pour ça qu'on a les témoignages de Charles Fort, mais aussi par des bâtiments militaires, et là, il allait être beaucoup moins probable que le grand public allait être au courant. Donc c'était plutôt pour cette raison-là qu'on n'allait pas le savoir. Mmh. Et donc, les témoignages que l'on a sur les objets sous-marins, on en a beaucoup, soit par des vétérans marins de marine de guerre qui ont parlé à des associations ufologiques, ça c'est le cas aux États-Unis. On a eu les cas soviétiques avec les vétérans qui ont parlé. On a eu les descriptions qui avaient été faites, je dirais, dans la période plus innocente du 19e siècle, par exemple dans les rapports de l'hydrographe en chef ou de l'océanographe en chef de la Royal Navy qui ont été recensés par Charles Fort. Et ce qui veut dire que malgré tout, on a trace, et dans la presse, parce qu'en fait, très souvent, on avait aussi des articles qui paraissaient dans la presse de l'époque au 19e siècle sur ces observations qui étaient faites en mer. Mais donc, on a eu droit à des observations, à une connaissance, je dirais, par ce biais-là. Mais sinon, je dirais, le fait, par exemple, qu'on a eu ces photos qui ont été diffusées par un journal français il y a une dizaine d'années, de ces objets qui émergeaient, ces photos spectaculaires d'ailleurs, en mer de Barents, c'est une volonté manifeste de communiquer l'information. Donc ça relève pour moi, je pense que les documents du Magic 612, soit on a une fuite à dessein par quelqu'un qui veut communiquer, et puis qui ensuite est décrédibilisé par la communication d'autres documents qui, eux, peuvent être falsifiés ou non aboutis, etc. Ça peut être une explication. Ou il y a une intention, carrément, d'exposer le public à un certain nombre de ces vérités pour voir la réaction générale, ou que ça participe au processus général de vaccination, je dirais de vaccination collective. C'est-à-dire on va inoculer le virus, la vérité, hein, à petite dose, pour que les gens s'habituent
à l'impensable, hein, puisque Mmh. une des grandes raisons du secret, à mon sens, ça a été la peur de l'impact sur la société, hein. La peur, qui a d'ailleurs été citée dans des documents. Il y a un document américain très intéressant qui parlait d'une manière théorique, hein, d'une éventuelle invasion extraterrestre. Et évidemment, on a eu le précédent de la fameuse émission d'Orson Welles, et ce document citait à la fois le cas de l'Amérique précolombienne et le cas du Japon, en disant que en Amérique précolombienne, une poignée d'Espagnols et de Portugais, mais d'Espagnols principalement, arrivent, et ils arrivent à faire s'effondrer les empires aztèques, incas. Et inversement, le Japon impérial, qui subit l'ouverture forcée de ses ports par la flotte du Commodore Perry américain en 1854, eh bien, il a réussi à s'adapter à ce choc culturel et technologique en adoptant immédiatement les technologies et de l'autre, mais en conservant son âme, en restant ce qu'il est lui-même, le Japon. Et donc, c'est comme ça qu'il faut aborder ce problème-là. Et je pense qu'on a une inquiétude générale et le Vatican qui joue un rôle intéressant, hein, parce que le Vatican, si vous observez, ne nie pas, hein, ne nie pas du tout la possibilité de l'existence. Au contraire. Et on a eu autrefois, je dirais il y a déjà 30 ans, le fameux démonologue, le père Balducci, qui a participé à plusieurs conférences, qui a parlé sur le sujet. Donc le Vatican, de toute façon, il sait, hein, il sait depuis très longtemps cette réalité. David Grush nous en a donné encore une autre preuve en nous expliquant que c'est via le Vatican que les États-Unis ont pu récupérer l'objet que les Italiens avaient trouvé en 1933. Tout à fait. Et on a le livre du docteur Pasulka sur le sujet, où justement, elle avait eu les accréditations pour fouiller les archives du Vatican sur le sujet. Et elle le faisait quasiment sous contrat avec des entreprises d'aéronavales pour essayer de trouver un rapport entre les cas de lévitation religieuse et les recherches sur l'antigravité que eux faisaient de leur côté. Alexandre, merci beaucoup pour tout votre temps. Ça a été une émission passionnante. Merci beaucoup pour aussi la référence au Japon, puisque avec le docteur en droit et analyste géopolitique Philippe Fabry, on a justement, il y a 2 semaines maintenant, fait 1 heure d'analyse de comparaison en fait entre le cas du Japon et le colonialisme par rapport au phénomène, et voir s'il y avait des symétries qui pouvaient s'appliquer sur des résistances culturelles à avoir. Donc je suis charmé de vous entendre utiliser cette référence. Évidemment, je ne peux que recommander à l'audience d'aller lire vos travaux très intéressants. Donc Guerre froide et espionnage naval, histoire des sous-marins des origines. Oui. Alors, dans ce livre, Guerre froide et espionnage naval, il y a un chapitre qui est consacré à cette question. Un chapitre qui est consacré précisément aux approches soviétiques et américaines. Les approches américaines, je dirais que jusqu'en 1969, on a un certain nombre de documents déclassifiés. On a, je dirais, dans le cadre du projet Blue Book, la marine américaine qui rend compte, et tout ça, je dirais, et c'est de l'information ouverte, enfin, c'est de l'information avec des documents qui ont été déclassifiés dans les archives américaines. Tout à fait. Ensuite, histoire des sous-marins des origines à nos jours, et histoire mondiale des porte-avions des origines à nos jours. Alors sur les porte-avions, alors c'est pas mentionné dans le livre, dans mon souvenir, mais il y a eu quelques cas d'observation depuis des porte-avions américains, ou quelques cas de porte-avions américains affectés par des ovnis qui sont tout à fait spectaculaires, en particulier le Franklin D. Roosevelt, dans l'exercice, le premier exercice de l'OTAN en 1952-53, Main Brace, et puis plus tard, un autre cas avec un objet qui se présente pratiquement en approche, comme s'il allait à ponter, et où les personnels qui sont sur le porte-avions peuvent voir des êtres à travers les hublots. Donc c'est un témoignage tout à fait stupéfiant. Bon, ce n'est pas dans mon livre. Tout à fait. Voilà. Non, mais il y aurait toute une histoire à écrire des rencontres militaires marines avec
des anomalies. Je me souviens par exemple du témoignage de Michael Vaya, qui était cryptographe pour la marine, sous contrat avec la marine, et qui était en opération à bord d'un destroyer en opération avec un porte-avions, et qui décrit comment, lors d'une pause, il était allé dehors et avait vu une sorte de manœuvre entre un porte-avions et un triangle géant dans le ciel, et que au moment où la manœuvre allait se dérouler, il y avait eu la sonnerie d'exercice d'alarme incendie qui s'était déclenchée, et lui voyait vraiment ça comme étant une répétition d'un scénario d'entraînement avec la présence d'un triangle justement à ce moment-là. Donc, en effet, il y a énormément de cas, et vous avez très bien fait de le mentionner, le Roosevelt, qui plusieurs fois voit un ovni géant lumineux à proximité. Tout ça reste à écrire, petit clin d'œil, si jamais vous voulez faire un prochain livre dessus, je ne peux que vous le recommander. Alexandre, merci beaucoup pour votre temps, ça a été passionnant comme discussion. Ça a été un réel plaisir, et bien sûr, vous êtes le bienvenu quand vous voulez ici. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité à parler. Bonsoir, Au revoir. No way connected. From outside this world. Watch the machine running across the ship. Back in less than a second. All right, and that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials.